Je laisse la parole à Anne-Sophie. Je te remercie encore d'être venue nous voir. Comme tu veux, soit tu as le micro, mais peut-être celui-là. Donc il faut que je me mette face à l'écran. Écoute, merci beaucoup à cet accueil si important. C'est un sujet que tu connais bien, Célia, puisque lors de la construction du PNMR 4 et puis maintenant pour le déroulé de nos actions, tu étais bien indiquée sur cette question de la transition. Alors vous verrez, j'ai pris quelques... J'ai pas fait de la transition que sur le sujet ville-hôpital. J'ai eu envie, je ferai des petits retours vers les actions du PNMR 4. Donc j'ai mis aussi un petit peu d'actions, pas que sur le parcours de soins. J'ai mis des actions aussi sur le parcours du diagnostic. J'ai mis des questions aussi sur le parcours des traitements. Parce que la transition, c'est aussi, quand on voit la révolution qu'il y a au niveau des thérapies, pour la mucoviscidose, eh bien là aussi il y a de la transition qui est à réfléchir avec l'arrivée d'un médicament qui révolutionne le parcours de vie, tout l'entourage, le fait que il y aura plus toutes les semaines des kinés, les antibiotiques, etc. C'est différent, et donc il y a aussi à accompagner en fait ces périodes de transition également quand on a un traitement. Et je me suis dit que dans nos sujets où on est sur de la collecte de données en vie réelle, je pense que c'est aussi comment on fait pour prendre en compte, en termes de qualité de vie, etc., les répercussions de l'arrivée d'un nouveau traitement dans ces périodes de transition entre pas de traitement et un nouveau traitement. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de vous donner quand même les 4 axes du plan. Évidemment, vous baignez tous là-dedans, mais comme on a dit qu'on élargissait notre famille, on n'a pas qu'une famille maladie rare, si j'ai bien compris aujourd'hui. Donc c'est pas mal de pouvoir vous décrire notre famille. Et puis quand on parle de famille, on parle de généalogie. Et donc la généalogie, c'est... Bon, on est assez jeune quand même. On a 20 ans. Et donc ce qui est intéressant, et je pense la force de notre réseau maladies rares, c'est déjà l'arrivée avec les centres de référence maladies rares experts. Et je pense que ça a énormément structuré tout le reste. Ensuite, les filières de santé maladies rares, la collecte de données, l'arrivée des plateformes d'expertise maladies rares, cette visée d'accompagnement sur les territoires, et puis avec maintenant ce 4e plan maladies rares qui s'appelle « Des territoires à l'Europe ». C'est assez pompeux. Le cabinet avait voulu nous retirer le titre, mais j'ai tenu bon. Je trouvais que c'était important de montrer qu'on partait du territoire, de là où habite la personne, de ce qu'elle vit, et on a l'ambition de structurer tout le réseau maladies rares avec nos réseaux européens de référence, avec nos ERN, et les sujets, j'ai mis 2-3 slides là-dessus, les sujets du Clinical Care Pathway, réfléchi aussi au niveau de l'Europe, et ça fait aussi partie des sujets sur lesquels on doit s'impliquer et où nos filières de santé maladies rares doivent s'impliquer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas notre réseau, voilà la constitution de ces réseaux. Et j'avoue que nous, à la mission maladies rares, on est des petits poussets, on n'est pas beaucoup. Et donc, on ne pourrait rien faire pour piloter les actions du plan si on n'avait pas les filières de santé maladies rares, les cliniciens sur le terrain, les associations de patients, qui en fait sont eux qui vont faire le dernier kilomètre et vont nous aider à avancer. Donc, juste un petit cocorico, parce que le 4e plan, c'est quand même assez récent. Février 2025, et c'est un plan où il y avait 3 ministres qui sont restés pendant toute la matinée, pas juste l'annonce du plan. Et c'est important aussi, là il n'était pas là, mais on a aussi l'industrie, donc c'est un nouveau venu, c'est un plan interministériel. Je pense que c'est important de le souligner, et donc on a vraiment cette ambition d'aller des territoires vers l'Europe et de voir comment aussi des projets européens peuvent nous accompagner. Donc le plan se structure en 4 parties, 4 axes, avec une partie sur l'amélioration du parcours de soins, qui est celle où on va effectivement parler beaucoup de la transition.
une partie sur le diagnostic, une partie sur le traitement et la dernière qui est plus au niveau des infrastructures, notamment des infrastructures pour collecter des données et pour avoir des échantillons biologiques. Et en fait, le plan, pour bien avancer et avancer correctement, c'est vraiment ces 4 axes qui doivent se réfléchir en même temps. On est dans les maladies rares et donc le soin et la recherche se tricotent en permanence et la recherche va pouvoir donner des pistes pour le soin et inversement. Donc ce premier axe qui va vous intéresser encore plus, je l'espère, pour améliorer le parcours de vie et de soins, parce qu'on a forcément encore beaucoup à faire, c'est l'idée de cette coordination entre nos structures à l'hôpital et la ville. Et donc on va avoir deux champs, 2 idées maîtresses. C'est réduire l'errance de diagnostic. On a un enjeu pour pouvoir faire connaître nos maladies rares, le réseau, comment il est organisé, à des médecins spécialistes de ville ou le médecin généraliste qui ne connaît pas notre orientation. Et parfois, certains patients peuvent errer, je dirais, autour de plusieurs spécialistes de ville, faire pas mal d'exploration et finalement arriver un peu trop tard à l'hôpital. Donc notre objectif du 4e plan, c'est de réduire cette période de transition, je dirais, entre on ne connaît pas le diagnostic et on oriente vers l'établissement qui sera capable de faire ce diagnostic. Donc l'importance de cette coordination des structures et ensuite de réfléchir dans l'autre sens, comment, quand le diagnostic est posé, je vais organiser le lien entre l'hôpital et la médecine de ville, le parcours de vie, la scolarité, le monde du travail. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important, ce sujet de la coordination. Et dedans, dans le plan, on va retrouver les sujets autour de l'éducation thérapeutique du patient. Et donc sur l'éducation thérapeutique du patient, le TP, on a eu dans le 3e plan maladies rares, pas mal de programmes de TP sur la transition. Je pense que dans le 4e plan maladies rares, ce qui est remonté aussi, c'est la transition vers les seniors. On a heureusement des enfants qui sont devenus adultes et maintenant d'adultes qui deviennent seniors. Et donc on va aussi très certainement avoir de nouveaux programmes d'éducation thérapeutique du patient sur ce passage de l'adulte à l'adulte vieillissant. Je pense que c'est un enjeu qui est important, mais on a vu aussi des enjeux autour de la grossesse, l'accompagnement des grossesses. Et donc là, c'est aussi une question de transition entre différents états de vie. Et ce que Célia avait très bien souligné quand elle a fait le rapport du groupe de travail du plan, c'est que ces questions de transition, en fait, elles apparaissent au moment où on a des points de rupture potentiels. Et ça va être aussi la transition de l'enfance à l'adolescence. C'est également une époque de transition de l'adolescence au jeune adulte, du jeune adulte à l'adulte, de l'adulte au senior. Et donc c'est à chaque fois où il y a un risque de pouvoir être en rupture de parcours. Donc voilà comment on s'organise. L'idée, c'est donc coordonner ville-hôpital. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a également tout un travail à faire avec les Outre-mer, structurer ce parcours adapté, mais aussi être conscient des spécificités locales. On a tout un projet sur un déploiement d'un article 51 qui était en Corse. Et là, on va s'adresser à un accompagnement pour des patients qui ont des handicaps les plus lourds, qui sont en risque de rupture de parcours de santé du fait de l'évolution de leur maladie, du fait que c'est trop compliqué ensuite d'aller à l'hôpital. Donc ça, c'est un autre sujet que je présenterai rapidement. Et puis, toute l'importance de nos protocoles nationaux de diagnostic et de soins également, et on voit tout ce lien. Donc c'est vraiment 20 ans d'engagement. C'était simplement pour structurer le fait que nos centres de référence, je voulais quand même en parler, le centre coordonnateur avec ses centres constitutifs et les centres de compétences, c'est aussi une forme de transition, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout un travail du national ou de coordonnateur vers un centre plus en proximité. C'est le fait de coller le plus possible au parcours de vie, au parcours de soins de la personne là où elle habite. Et donc c'est vraiment extrêmement important quand on parle de transition, d'avoir en permanence cette articulation entre la santé, parce qu'on a malheureusement beaucoup de nos maladies rares qui sont quand même
avec des cas lourds, ce n'est pas des cas simples, mais donc le côté sanitaire est important à prendre en compte, mais dans un environnement autour du médico-social, de l'accompagnement et du lien ville-hôpital. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi souligner, avant de parler de l'article 51 dans la transition, l'arrivée aussi de nos plateformes d'expertise maladies rares. Les filières de santé maladies rares ont beaucoup travaillé aussi sur ces questions de la transition. Elles ont porté énormément de programmes d'éducation thérapeutique du patient. Et puis, sur le terrain, on a également les plateformes qui sont maintenant au nombre de 23, 19 dans l'Hexagone et 4 outre-mer. Et donc, simplement, je vous ai donné, elles ont 5 missions socles. Et dans une de ces missions, il y a vraiment la question du parcours de soins et de vie. Et donc, elles ont fait un travail de granularité, de voir comment il y en a qui sont au premier stade de ce lien ville-hôpital, mais il y en a d'autres, je dirais, les plus capés, notamment, je pense à Prior à Angers, qui embarque également l'équipe relais handicap rare en son sein. Il y a vraiment des gestions de parcours qui se font par ces plateformes. Et ce lien ville-hôpital fait partie des sujets vraiment de ces plateformes d'expertise maladies rares. Elles ont aussi un lien autour de la communication. Une de leurs missions, comme les filières de santé maladies rares d'ailleurs, mais là c'est en transversalité, elles sont là pour animer sur un territoire et donner de la visibilité aux maladies rares, les faire connaître et les faire reconnaître pour pouvoir orienter plus rapidement. Et donc c'est vraiment cette animation territoriale, je pense que quand on va parler de transition, elle est également très importante à avoir en tête, parce que la transition, c'est pas que l'hôpital, et les 364 autres jours, le patient, il est chez lui. Donc comment on fait pour parler de transition au domicile? Et donc là, c'est un exemple de ce qui s'est fait, porté par la FM Téléthon, en Corse, qui a été validé. Donc maintenant, on est dans un processus de SAS. On est toujours dans une expérimentation. On est en train de réfléchir à... On a quelques projets pilotes pour pouvoir accompagner sur d'autres sites ces dispositifs innovants pour pratiquer de nouvelles organisations. Et donc, c'est des transitions entre l'hôpital et, pour le coup, là, c'est pas la ville, c'est le domicile. C'est-à-dire comment on fait venir l'hôpital, même pour des consultations, avec des infirmières de pratique avancée, en lien avec une téléconsultation avec le centre expert. Ça peut être l'arrivée d'une ergothérapeute pour pouvoir vraiment accompagner le domicile. Et on a vu dans cette expérimentation que la partie assistante sociale est extrêmement importante. Il y a aussi tout l'accompagnement MDPH. Et quand on parle de transition, c'est aussi transition de la santé vers le médico-social pour pouvoir aussi accéder à des droits pour que la personne malade, l'aidant, n'arrive pas, au bout du rouleau. Donc ça, c'est important. C'est l'idée de renforcer la coordination à la fois entre les professionnels de santé et les acteurs du médico-social. Donc là aussi, il y a une transition. On a 2 autres pilotes qui sont portés par la filière Brain Team avec un projet neuro-rare et puis par la filière Filsland pour la SLA. Et donc, ce qu'on a retrouvé aussi, ce qu'on retrouve chez Neuro-Rare, donc c'est sur 5 centres de référence pour des maladies neurologiques rares de l'adulte sur Angers. Et donc, c'est vraiment là aussi toute une articulation pour améliorer en fait la prise en charge du patient entre le médical et le social, et notamment pour toutes les situations complexes. Et quand on parle de travailler sur la transition, l'objectif, je crois que Célia le rappelait vraiment bien, c'est qu'à chaque fois, c'est pour éviter les situations de rupture. À chaque fois qu'il y a une transition et qu'on a repéré une période de transition, c'est parce qu'il y a un risque de rupture pour la personne et qu'elle elle arrive en dehors du système. Donc voilà les exemples concrets qu'on va porter dans le PNMR 4. Dans notre objectif 4 également du plan, c'est clairement, et ça c'était toute la partie écrite par Célia, tous les sujets autour de la période de transition, toutes les recommandations.
et le fait qu'on aimerait porter l'idée d'un dossier de transfert. Ça avait été très très bien expliqué avec une fiche synthétique, voilà, quelque chose de bien organisé, de façon à bien contextualiser ces transitions aussi entre la médecine des pédiatriques et la médecine des adultes. Donc ça aussi c'est important. Et puis parfois on change aussi d'hôpital et qu'il y ait une continuité dans les dossiers patients informatisés et qu'on puisse retrouver cet historique. Et toujours sur cet axe 1, je fais juste une petite digression parce qu'on est sur un projet européen qui s'appelle Jardin, Joint Action Rare Disease Integration. Donc nous, on a le lead du Work Package 8 qui est sur les données de santé, le data management, mais le Work Package 6 porte sur les parcours patients et l'interfaçage avec les réseaux de référence et avec les centres experts. Donc il y a différents livrables à faire et donc on a entamé tout un travail avec une boîte à outils qui existe et on a une réunion le 2 octobre avec pour la France. La France a été choisie comme un des projets pilotes pour voir un petit peu comment nous, à notre échelle, on travaille ce sujet des guidelines, des bonnes pratiques, des care pathways, des parcours de soins, pardon, et clairement les situations de transition et de parcours font partie de toute cette réflexion. Donc on a constitué un groupe de travail avec maintenant un groupe en plus qui est intéressant. On a réussi à trouver aussi un médecin généraliste qui est impliqué dans la plateforme d'expertise maladie rare de la Réunion et qui a accepté de faire partie de ce groupe de travail. On a aussi une infirmière en pratique avancée, donc l'idée des associations bien sûr, des cliniciens, l'idée étant d'avoir un panel vraiment très divers pour pouvoir travailler ce groupe de travail avec les filières de santé maladie rare. Donc là, on est sur cette phase 2 et donc on a tout un process aussi pour les parcours de soins. Et donc on a aussi besoin donc de renforcer la communication, l'information, ça c'est important, mieux se faire connaître. Et puis on va avoir développé par la Banque nationale des données maladies rares une application qui servira à la fois d'orientation pour le patient, qui servira d'outil pour pouvoir collecter ces données, ce qu'on appelle les Patient Reported Outcomes, par rapport à des médicaments, pour pouvoir avoir toutes les données de qualité de vie, etc. Et donc qui sera vraiment un outil construit à façon et qui sera aussi l'endroit où, quand le patient consent à la recherche, il pourra retrouver son consentement. C'est ce qu'on appelle le consentement e-consentement ou consentement dynamique. Et l'idée, c'est d'avoir une interopérabilité avec mon espace santé et de pouvoir retrouver les documents quand le patient va à l'hôpital ou chez son médecin traitant ou le médecin de ville pour pouvoir avoir un peu, pas un porte-monnaie, mais faire le lien avec son espace santé et retrouver l'interfaçage et nous a paru très important. Et donc je vais finir pour les derniers axes, mais qui pour moi sont quand même importants. L'accompagnement, l'axe 2 du plan, c'était tout ce qui était autour du diagnostic. Là aussi, je voulais en parler parce qu'on est sur de la transition. C'est peut-être moins votre champ, mais il faut savoir que tout le parcours de diagnostic aussi est en transition d'un diagnostic vers un diagnostic génétique, génomique. L'arrivée de la médecine génomique, c'est important aussi. Le troisième axe, j'en ai parlé, les traitements. La révolution, on a beaucoup de traitements qui arrivent en perspective et comment on accompagne les patients sur l'observance. On a beaucoup, au départ, il faut savoir que l'éducation thérapeutique du patient a été construite dans les années 70 pour des patients diabétiques pour avoir une bonne observance par rapport à leur traitement. Donc au début, l'ETP, c'était vraiment dans une visée d'observance, de bien comprendre son médicament et être autonome par rapport à son traitement. Et donc on voit bien qu'on retrouve aussi cette idée de parcours par rapport à l'éducation thérapeutique du patient. Et on finit par la donnée de santé. Mais je pense que là aussi, c'est important de faire le lien entre la donnée de santé et la transition, parce qu'on a besoin de renseigner tout au long de la vie ce qu'on appelle l'histoire naturelle du patient. Et donc, ça permet de voir des périodes de transition. Je me souviens très bien d'une étude qui avait été faite pour la cystinose par la BNDMR avec
c'était avec les néphros. Et donc, ils avaient ils avaient pu voir, il y avait un seul traitement, le cystagon, qui était pour la cystinose. Et en faisant l'étude de la mise sous traitement, ils s'étaient rendu compte qu'à partir de l'âge de 16 ans, il y avait une rupture dans les traitements et que le patient ne prenait plus son traitement. C'était un patient c'est un traitement très lourd, qui a besoin il fallait se réveiller la nuit pour pouvoir pouvoir le prendre. Et donc, il était arrivé une molécule qui était plus à libération prolongée. Et l'objectif, c'était d'éviter ces ruptures de traitement et de faire une transition. Et là, c'était la transition entre un jeune adulte ou un adolescent vers un jeune adulte qui en avait ras-le-bol et qui voulait plus se traiter. Parfois aussi, la donnée de santé nous renseigne sur le fait qu'on a besoin d'avoir des traitements qui soient adaptés aux patients et qui soient surtout pris par le patient. Et donc, on travaille là aussi avec Jardin, avec nos 24 ERN, de façon à pouvoir collecter les données au niveau national et de pouvoir renseigner les registres européens. Et donc, on a vraiment ce lien entre Bamara, notre base maladies rares, et le projet Jardin, de façon à vraiment travailler sur cette interopérabilité, ce partage des données. Et donc, voilà un petit peu le scope de notre transition nationale vers une transition européenne. Et voilà les 4 ERN pilotes concernés et déjà tous les pays en Europe qui ont accepté de travailler ce sujet. Je finis juste pour cette transition entre le 3e plan et le 4e plan maladies rares. Par an, le plan, il faut que vous sachiez, c'est quand même un gros investissement. C'est un peu plus de 220 millions d'euros par an. Il y a eu une augmentation grâce à la dynamique du nombre de centres qui ont augmenté. On a réussi à avoir une augmentation conséquente de notre enveloppe. Et il faut que vous sachiez qu'en Europe, sur les 27 pays de l'UE, il y a seulement 7 pays de l'UE qui ont des centres qui sont financés. Et donc, pour l'instant, nos centres européens militent déjà rien que pour avoir une reconnaissance et avoir un financement par leur pays. Et nous, on espère que tout ce qu'on peut vous donner, c'est parce que en fait, vous en avez vraiment besoin sur le terrain et que ces financements aillent jusqu'au bout. Et c'est vraiment tout le travail aussi des plateformes d'expertise maladies rares qui aident à vraiment bien flécher les financements pour pouvoir faire les réalisations du plan national maladies rares. Donc merci beaucoup Célia de m'avoir... J'ai un peu débordé sur les sujets, mais je trouvais intéressant que vous ayez une vue panoramique et pas que la transition dans le plan. Un grand merci Anne-Sophie. Est-ce que... On va taper... Merci. Je crois qu'il faut souligner l'énorme travail que vous faites à la mission maladies rares, justement pour aller... Oui, mais pour aller chercher les sous, qui est quand même le nerf de la guerre. Je sais combien c'est à vous de les dépenser. Et nous, on les dépense, voilà. Chacun, on se répartit la tâche. Est-ce qu'il y a des questions? On profite qu'Anne-Sophie est là. Ça viendra peut-être. Je reste toute l'après-midi, parce formidable. Que le programme est vraiment extra, donc je me suis permis de... On est ravis. Voilà. Donc, je vais être en retard pour mes mails ce soir. Je pense que je vais finir très tard, mais bon. Surtout que c'était une bonne journée, je crois, ce matin aussi. Oui, et ce matin... J'ai eu vent déjà. Donc, on va s'en garder pour tout à l'heure, peut-être, les questions. Merci encore. Et puis, écoute, on aura une table ronde et je crois que les questions vont émerger. Nickel.